On disait le Burkina Faso perdu, petit point sec au milieu du désert qu'on croyait condamné par la géographie. Pas de mer, pas de pétrole, pas d'indulgence ni de pitié. Pourtant, 10 projets nationaux se lèvent, de la tomate aux routes, de l'eau à la lumière. Comment Ibrahim Traoré transforme-t-il cette équation de pénurie en souveraineté tangible, sans promesse de paradis, ni dépendance à l'aide extérieure imposée? Voici le pari. La volonté organisée, des mains locales et un cap clair suffisent à rebâtir dignité, service essentiel et confiance dans le destin et dans la valeur du travail commun de chacun. Le monde a longtemps cru que la souveraineté africaine ne pouvait exister sans l'ombre d'une tutelle. Pourtant, au Burkina Faso, une autre logique s'impose. Construire sans dépendre. Ce pari comporte des risques réels, sanctions, isolement diplomatique, pression économique. Mais c'est aussi une promesse, celle de prouver qu'un pays enclavé peut devenir un centre d'équilibre pour tout le Sahel. Sous Ibrahim Traoré, la reconstruction s'avance par acte, non par discours. Chaque projet, qu'il s'agisse d'une usine, d'une route ou d'un hôpital, devient une pièce d'un même puzzle. Transformer la survie en autonomie. Le prix est élevé, car l'expérience se mène sans filet, sans bailleur, sans garantie de soutien extérieur. Pourtant, c'est précisément là que se joue la portée historique du moment. Tester si la volonté d'un peuple peut remplacer le capital étranger. Ce récit n'est pas celui d'un miracle, mais d'une méthode, celle d'un État qui ose réécrire ses règles et d'une population qui réapprend à croire en la valeur de son propre effort. En moins de 5 ans, le Burkina Faso a transformé 10 projets pilotes en un modèle de souveraineté active. Ce chiffre, à lui seul, renverse les pronostics qui classaient le pays parmi les plus dépendants du continent. Pourtant, derrière ces infrastructures se cache une logique plus profonde. La reconstruction d'un État à partir de ses besoins essentiels. Sous Ibrahim Traoré, la priorité n'a pas été l'idéologie, mais la continuité vitale. Produire, soigner, éclairer, connecter. Les usines de transformation agricole ont donné un second souffle aux récoltes locales. Les routes, comme celle de Bobo-Dioulasso à la Côte d'Ivoire, ont ouvert un passage vers la mer, jusque-là verrouillées par la dépendance aux voisins. Les centrales solaires du projet Yellen ont ramené la lumière dans plus de 150 villages, transformant la nuit en espace de production et d'apprentissage. Chaque chantier est pensé comme une pièce d'un système cohérent, énergie, transport, santé, finance, où le manque de moyens devient un moteur d'ingéniosité. Mais ce redressement n'est pas un miracle isolé. Il s'inscrit dans une réaction en chaîne provoquée par des décennies de dépendance économique et politique. Quand les canaux de financement étrangers se sont taris, le pays n'a pas attendu. Il a inventé sa propre banque, la Burkina Bank, pour rediriger le crédit vers les producteurs plutôt que vers les importateurs. Quand les datas publiques étaient stockées à l'étranger, un programme national de souveraineté numérique a été lancé pour rapatrier l'information. Dans ce contexte, chaque succès du Burkina Faso devient une preuve empirique. La résilience peut se mesurer non par le PIB, mais par la part d'initiative locale dans chaque secteur. Le véritable tournant n'est pas dans la pierre ni dans le métal, mais dans la psychologie collective, celle d'un peuple qui, pour la première fois depuis longtemps, se sait capable d'écrire sa propre équation de survie. Au cœur de cette mutation se tient une figure singulière, Ibrahim Traoré. Non pas un chef charismatique à l'ancienne, mais un cadre militaire devenu stratège civil, qui s'est imposé par la clarté de ses actes plus que par ses discours. Dès ses premiers mois de pouvoir, il a choisi un terrain d'expérimentation concret, les villages. Là où les réformes abstraites échouent, il a commencé par la transformation la plus tangible, l'énergie, la production et la santé. À Koudougou, une petite usine de tomates abandonnée a rouvert sous un modèle coopératif. Les agriculteurs, autrefois dépendants des intermédiaires, se sont organisés en groupement local. En un an, les récoltes ne sont plus exportées à perte. Elles nourrissent le pays et soutiennent 150 emplois directs. À Bobo-Dioulasso, la nouvelle route vers la Côte d'Ivoire a divisé par 2 le temps d'acheminement des marchandises et fait naître des marchés improvisés le long des axes pavés. Ces initiatives, modestes en apparence, sont devenues le laboratoire d'un principe simple. La souveraineté n'est pas un décret, c'est une pratique quotidienne. Chaque emploi créé, chaque hôpital construit
où chaque mètre d'asphalte posé agit comme une cellule vivante du même organisme, la reconstruction nationale. L'impact immédiat se mesure moins en milliards qu'en regard, celui d'un peuple qui redresse la tête. Et la question posée dès l'origine, peut-on bâtir sans aide, trouve ici sa première réponse. Oui, à condition que la volonté collective remplace les promesses extérieures. Tout a commencé par une simple humiliation, des tomates gâtées au bord d'une route. Dans les champs brûlés du centre, les paysans voyaient pourrir leurs récoltes pendant que les conserves venues d'Europe remplissaient les étals de Ouagadougou. Ce contraste brutal, produire sans pouvoir vendre, a été le déclencheur. Ibrahim Traoré a décidé qu'un pays capable de semer devait aussi être capable de transformer. En 2022, il a autorisé la construction d'une petite usine à Koudougou, la Red Gold Factory. 8 millions de dollars financés localement, une goutte d'eau à l'échelle mondiale, un séisme pour la région. En quelques mois, les chaînes de production tournent, 150 emplois directs apparaissent. Les tomates ne sont plus gaspillées. Elles sont pressées, mises en boîte et vendues sous le label Made in Burkina Faso. C'est le premier maillon d'une réaction en chaîne. Les coopératives s'unissent, les transporteurs s'organisent, la fierté renaît. Ce qui n'était qu'une usine devient un symbole. La sueur locale vaut mieux que les promesses d'aide. Quand les produits ont commencé à circuler, une nouvelle exigence s'est imposée, les transporter efficacement. Pendant des décennies, chaque tonne de marchandises devait franchir les frontières sous contrôle étranger. Traoré lance alors la construction de la route Bobo-Dioulasso, Côte d'Ivoire, 120 millions de dollars investis, mais surtout un message clair. La souveraineté se pave, elle ne se signe pas. Quand les premiers camions ont roulé sur le bitume neuf, les villes endormies se sont réveillées. Marchés, écoles, dispensaires reprennent vie le long du tracé. Le Burkina Faso n'a plus besoin d'emprunter les routes des autres. Il construit la sienne. Puis, la lumière a transformé la nuit. Le projet Yélène naît d'une phrase simple, la lumière libère. En 3 ans, plus de 150 villages connectés, 300 000 personnes allument pour la première fois une ampoule. Les enseignants prolongent les cours, les cliniques conservent les vaccins, les familles cessent de vivre dans l'ombre. Chaque panneau solaire installé devient un vote pour la liberté énergétique. Et lorsque les lampes s'allument, c'est tout un peuple qui redécouvre son propre reflet. Enfin, ce mouvement, produire, relier, éclairer, se diffuse à travers le territoire comme une marée lente. Les projets se nourrissent les uns les autres. La route transporte les produits de l'usine, l'électricité alimente les hôpitaux, les revenus locaux financent de nouvelles écoles. Le pays ne suit plus un plan d'aide, il suit une logique organique, celle d'une indépendance en actes. Chaque initiative porte la même signature, la main burkinabé. Et dans cette main, la conviction que l'avenir ne se quémande plus, il se construit. Les chiffres racontent ici une métamorphose lente mais vérifiable. Avant 2020, à peine 12% des produits agricoles du Burkina Faso étaient transformés sur place. 3 ans plus tard, ce taux dépasse 38%. Derrière cette progression de 26 points, il n'y a ni miracle ni hasard, simplement une volonté d'ancrer la valeur sur le territoire. La Red Gold Factory a démontré que le produit brut pouvait devenir une richesse nationale. Depuis, 4 autres sites suivent le même modèle coopératif. Sur le front des infrastructures, la différence est tout aussi nette. Avant le lancement du programme routier, moins de 30% du réseau national était praticable toute l'année. Aujourd'hui, 52% des grands axes sont asphaltés. Ce delta de vignes de pointe ne se traduit pas seulement en kilomètres. Il représente une baisse moyenne de 40% des coûts logistiques pour les agriculteurs et les petites entreprises. En pratique, un sac de mil qui coûtait même 1000 francs à transporter n'en coûte plus que 600. C'est le genre de variation invisible pour les grandes puissances, mais vitale pour un pays enclavé. L'énergie, elle, est devenue le symbole de la souveraineté nouvelle. Grâce au projet Yélène, la part d'électricité issue du solaire est passée de 3% à 22% en 4 ans. Ce n'est pas seulement un progrès technique, c'est une bascule politique. Chaque village éclairé par ses propres panneaux réduit la dépendance au diesel importé et prouve que le rayonnement du Sahel peut nourrir autre chose que la chaleur. Dans ces zones, les écoles ont gagné 2 heures d'enseignement quotidien
et les cliniques ont réduit de moitié les pertes de vaccins liées à la rupture du froid. L'eau suit la même logique. Le barrage Ziga 2, conçu pour stocker 50 millions de mètres cubes, alimente désormais près de 400 000 personnes et irrigue 2 500 hectares de cultures. Avant sa mise en service, la capitale rationnait l'eau 12 heures par jour. Aujourd'hui, l'accès est continu dans 4 États en converti. Ce n'est pas encore l'abondance, mais c'est la première fois que l'approvisionnement dépend plus du ciel burkinabé que des camions citernes étrangers. La santé a, elle aussi, ses chiffres. L'hôpital Bobo Dioulasso accueille chaque mois 6000 patients, soit 3 fois plus que l'ancien centre régional. Le taux de mortalité néonatale a reculé de 18%. Et dans les campagnes, les cliniques solaires alimentées par Yellen assurent la chaîne du froid pour 95% des vaccins. Ces pourcentages racontent moins la perfection que la progression, une statistique d'endurance. Ces deltas, de 12% à 38%, de 3% à 22%, de 30% à 52%, tracent une tendance irréversible. Le Burkina Faso change d'échelle. La trajectoire est encore fragile, mais mesurable. C'est là le langage préféré d'Ibrahim Traoré. Non pas les promesses, mais les preuves. Chaque chiffre ouvre un récit plus vaste, celui d'un État qui apprend à compter sur lui-même. Les écarts entre hier et aujourd'hui ne sont plus des manques, mais des marges de manœuvre. Depuis le début de cette transformation, 2 lectures s'affrontent. D'un côté, plusieurs chancelleries occidentales estiment que la voie prise par Ibrahim Traoré est une impasse. Absence de capitaux étrangers, risque d'isolement, dépendance accrue à un marché intérieur trop étroit. Selon cette logique, un pays enclavé ne peut se développer qu'en intégrant les circuits de la mondialisation, même à un prix politique. Les institutions financières rappellent que sans flux d'aide ni emprunt extérieur, la croissance resterait techniquement insoutenable. De l'autre côté, le terrain raconte une autre histoire. Il montre que la fermeture partielle aux bailleurs a contraint l'État à inventer des solutions locales. L'exemple de la Birkin Bank en est la preuve. En 2 ans, elle a financé plus de 4000 micro-entreprises rurales, avec un taux de défaut inférieur à 5%. Aucun prêt du FMI n'aurait atteint ces zones. Le modèle fonctionne précisément parce qu'il se concentre sur les chaînes courtes, les ressources internes et la confiance communautaire. Alors, qui a raison ? Les 2 visions contiennent leur part de vérité, mais la réalité statistique les départage. Oui, le PIB reste fragile. Oui, les investissements étrangers ont chuté de 35%. Mais la valeur ajoutée locale, elle, a augmenté de 42% dans l'agrotransformation et de 31% dans l'énergie solaire. Ce déplacement du centre de gravité économique, du global vers le local, constitue déjà une forme d'indépendance. Les observateurs les plus lucides admettent aujourd'hui que la stabilité du Burkina Faso ne dépend plus du volume d'aide, mais de la solidité de son tissu interne. Les arguments de prudence se heurtent aux preuves empiriques. Là où l'orthodoxie économique voyait un risque, le pays a trouvé un levier. Et ce basculement, qu'on le soutienne ou qu'on le critique, oblige à repenser la définition même du développement dans le Sahel. Quand la lumière s'est allumée dans les villages, une phrase a marqué les esprits, « La lumière parle pour lui ». Prononcée lors de l'inauguration du projet Yellen, elle a cristallisé un tournant. Jusque-là, l'action d'Ibrahim Traoré était perçue comme un enchaînement d'initiatives pragmatiques. À partir de ce moment, elle devient symbole. La lumière n'éclaire plus seulement les villages, elle éclaire une idée. Celle qu'un État africain peut produire, distribuer et maîtriser son énergie sans passer par les circuits extérieurs. À partir de cette bascule, le récit du Burkina Faso cesse d'être défensif. Les projets ne répondent plus à la pénurie, ils anticipent la souveraineté. Les ingénieurs formés sur place dirigent d'eux-mêmes les chantiers. Les techniciens qui installent les panneaux solaires ne travaillent par contre pas pour des ONG, mais pour leur propre avenir. Chaque foyer connecté devient un fragment d'indépendance concrète. Ce moment marque un jalon, le modèle n'est plus expérimental, il devient reproductible. D'autres pays du Sahel observent, certains s'en inspirent déjà. Et la question suspendue depuis le début, peut-on vraiment bâtir sans aide, trouve ici son écho. La lumière répond avant les mots. Les effets de cette mutation dépassent les statistiques. Ils redessinent la réalité quotidienne du Burkina Faso.
l'État retrouve une cohérence fonctionnelle. L'énergie, l'eau, la santé et la production locale forment un cycle fermé où chaque secteur soutient les autres. Les infrastructures financées sans dette extérieure réduisent la vulnérabilité budgétaire. Le budget national, qui dépendait à 42% de l'aide en 2019, n'en dépend plus qu'à 23%. Ce rééquilibrage donne à l'administration une marge d'action nouvelle. Planifier sans attendre les fonds extérieurs, décider sans contrepartie politique. Ibrahim Traoré y voit la preuve qu'un État peut s'émanciper sans se refermer. Les dynamiques internes s'accélèrent. L'agrotransformation génère 18 000 emplois directs, tandis que la chaîne du BTP, relancée par les routes, et le programme Face au maillot absorbe une main-d'œuvre jeune jusque-là sous-employée. La Burkin Bank redistribue le crédit en circuit court, chaque prêt accordé finance un producteur, un commerçant, un artisan. Cette injection contrôlée crée une croissance endogène, lente mais continue, que les économistes décrivent comme une stabilité par le bas. L'économie burkinabé n'échappe pas aux tensions mondiales, mais elle en amortit les chocs. C'est dans la vie ordinaire que le changement se mesure le mieux. Les villages raccordés à Yélène voient la scolarisation progresser de 12 points, la mortalité infantile reculer de 15%, les femmes, désormais formées à la gestion coopérative, contrôlent leurs revenus et investissent dans l'éducation. La perception de la dignité change. On ne reçoit plus, on produit. Dans les marchés, sur les murs, un slogan circule sans qu'aucune loi ne l'impose. Notre sueur vaut mieux que leur pitié. Cette phrase, devenue proverbe, résume l'esprit du moment. Les répercussions dépassent les frontières. Le Mali, le Niger et même le Tchad observent cette expérience avec prudence mais intérêt. Des délégations techniques visitent Bobo Dioulasso et Koudougou pour comprendre comment des projets à faible moyen ont produit des résultats tangibles. Dans la CEDEAO, le cas burkinabé force le débat. La souveraineté peut-elle être mesurée autrement qu'en réserve de change ? Le pays, longtemps perçu comme périphérique, devient un pôle de référence morale et technique. Ce maillage d'initiatives locales, reliées entre elles par une même cohérence politique, constitue désormais le socle d'une autonomie nouvelle. Et si le monde attendait un miracle économique, Ibrahim Traoré, lui, n'a fait qu'appliquer une logique. Quand la dépendance coûte plus cher que l'effort devient rentable. Le Burkina Faso entre maintenant dans une phase charnière. Après la reconstruction matérielle, vient l'épreuve du temps. Maintenir l'élan sans se perdre dans l'usure. Tout d'abord, la continuité pourrait prévaloir. Les 10 projets phares atteignent leur vitesse de croisière. Le gouvernement consolide les acquis et la production nationale progresse de 4 à 5% par an. L'objectif n'est pas la croissance spectaculaire, mais la durabilité. Dans cette voie, le pays reste prudent. Il renforce les partenariats régionaux, améliore la logistique intérieure et stabilise la monnaie. Ibrahim Traoré maintient sa ligne, privilégiant la souveraineté budgétaire à la dépendance extérieure. Ensuite, les résultats pourraient inspirer un effet de levier. La confiance retrouvée attire des partenaires africains, non pas pour dicter, mais pour co-investir. Les réseaux électriques s'interconnectent, la Burkin Bank devient un modèle d'inclusion financière sahélienne et la digitalisation s'étend au domaine éducatif. Le pays consolide sa place de laboratoire de souveraineté pratique. Les tensions extérieures se calment, les alliances internes se stabilisent. Dans ce cadre, le Burkina Faso devient une référence continentale, un État capable d'autonomie sans isolement. Enfin, les contraintes extérieures pourraient s'accentuer. L'isolement diplomatique ou les pressions économiques étranglent les marges de manœuvre. Les prix de l'énergie et des importations s'envolent et la dépendance aux ressources minières reprend le dessus. Les projets ralentissent, le moral public vacille. Le risque n'est pas l'échec matériel, mais la fatigue sociale, le sentiment que la souveraineté demande plus de sacrifices que de résultats immédiats. Dans tous les cas, une vérité demeure. La trajectoire dépend moins du contexte que de la cohérence interne. La souveraineté n'est pas un état, c'est une endurance. Le succès se mesurera à la capacité de transformer la volonté populaire en institutions solides. Et si Ibrahim Traoré incarne aujourd'hui ce mouvement, il devra bientôt prouver qu'il peut survivre à son fondateur. Signe ultime qu'une nation s'est réellement relevée. Dans ce récit de chiffres et d'infrastructures, il serait facile d'oublier ce qui fait la substance de la souveraineté. Les gens.
car au-delà des routes et des usines, c'est la manière dont les Burkinabés vivent, espèrent et travaillent qui définit la portée du changement. À Ouagadougou, Aïcha, infirmière depuis 10 ans, raconte qu'elle ne soigne plus à la lampe torche. Grâce à Yélène, l'électricité est stable, les vaccins sont conservés, les nuits ne sont plus synonymes d'attente. À Koudougou, Moussa, ouvrier de la Red Gold Factory, explique que son salaire ne le pousse plus à l'exil, il envoie désormais ses enfants à l'école et participe aux décisions du village. Ces histoires, minuscules en apparence, forment la texture d'une dignité retrouvée. Pour la jeunesse, ce mouvement est un miroir. Voir un ingénieur local piloter une centrale solaire ou un entrepreneur lancer sa start-up sans capital étranger nourrit une idée rare, celle que la réussite ne dépend plus de la fuite mais du retour. Les chansons populaires, les graffitis sur les murs, les marchés réhabilités racontent la même conviction. Le futur n'a pas besoin d'autorisation. Ibrahim Traoré, lui, ne cherche pas à devenir un mythe. Il incarne un principe. Un dirigeant peut parler de puissance sans renoncer à la sobriété. En reliant l'action collective à la vie ordinaire, il transforme la politique en expérience humaine. Et c'est peut-être cela la véritable révolution, quand la souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir un sentiment partagé. Le Burkina Faso a posé les fondations. Il lui faut désormais une méthode pour durer. La souveraineté ne s'improvise pas, elle s'entretient comme un chantier permanent. Tout d'abord, il faut consolider les infrastructures vitales. Les 10 projets initiaux doivent devenir des réseaux. Chaque centrale, chaque barrage, chaque route doit être reliée à un système national intégré. Énergie interconnectée, logistique synchronisée, suivi numérique en temps réel. Ensuite, il faut former les compétences locales. Les écoles techniques et universités doivent suivre la cadence des besoins. Le plan Yélène 2.0 inclut des filières en ingénierie solaire, agrotransformation et cybersécurité. Objectif, former 25 000 techniciens en 3 ans pour que les projets restent entre des mains burkinabées. Puis, il faut structurer la finance interne. La Burkin Bank étendra son maillage aux 13 régions. Chaque antenne locale deviendra une plateforme de microcrédit et d'épargne productive. Le but, financer 60% des nouveaux investissements sans recourir à l'endettement extérieur. En outre, il faut digitaliser la gouvernance. Le pacte digital se généralise à l'éducation, la santé et l'administration. Moins de papier, plus de traçabilité. D'ici un an, 90% des procédures publiques devraient être disponibles sur une plateforme unifiée, réduisant la corruption et le délai administratif. Enfin, il faut ouvrir le modèle vers la région. À travers l'Alliance du Sahel, le Burkina Faso propose un pacte d'interconnexion énergétique et de commerce équitable, une diplomatie des réalisations plutôt que des discours. Cette séquence trace la voie d'un État qui veut durer au-delà d'un cycle politique. Et dans chacune de ces étapes, la marque d'Ibrahim Traoré reste la même, transformer la survie en stratégie. Dans la maison de Koudougou, là où tout a commencé, une femme ouvre la porte d'un toit construit par ses voisins. La lumière de Yélène se reflète sur les murs neufs et l'eau du barrage Ziga 2 coule enfin dans la cuisine. Rien n'a l'apparence du miracle, mais tout respire la conquête tranquille d'une dignité retrouvée. Ibrahim Traoré l'avait dit « Nous ne cherchons pas à être admirés, mais à être debout ». Ces mots, repris dans les écoles et sur les marchés, rappellent que la souveraineté n'est pas une idée abstraite, c'est une somme de gestes simples. Construire, apprendre, soigner, produire. Chaque brique posée, chaque lampe allumée, chaque récolte transformée est un rappel du lien invisible entre la volonté et la liberté. Le Burkina Faso, qu'on disait condamné à l'attente, avance désormais à son propre rythme, sous son propre soleil. Et si le monde doutait encore, il n'a qu'à regarder ce foyer éclairé, ce visage apaisé. C'est ici, dans le calme du quotidien, que se mesure la victoire la plus rare, celle d'un peuple qui se réapproprie sa propre histoire. Ce récit n'appartient pas qu'au Burkina Faso. Il parle à tous ceux qui, quelque part, cherchent encore à exister par leurs propres mains. Lorsque les projecteurs s'éteignent, il reste la lumière des gestes simples, planter, bâtir, enseigner, soigner. C'est ainsi qu'une souveraineté se prolonge, non dans les discours, mais dans la routine partagée. Ibrahim Traoré n'a jamais présenté son pays comme un modèle à imiter,